Louis Martel n'était pas seulement un nom dans les colonnes économiques des journaux parisiens, il était une légende vivante, l'incarnation même du succès dans un pays où l'innovation et l'élégance marchent souvent main dans la main. Âgé de 34 ans, il avait bâti en moins de 10 ans l'une des start-up technologiques les plus influentes de France, spécialisée dans l'intelligence artificielle appliquée à la santé publique. Son entreprise Symbiose avait été saluée comme une révolution dans le traitement des maladies rares, attirant l'attention du gouvernement, des investisseurs internationaux et des plus prestigieuses universités. À Paris, son nom circulait dans les réceptions, les cercles d'affaires, les cafés intellectuels. Tout le monde semblait avoir une opinion sur lui, et cette opinion oscillait entre l'admiration sincère et la jalousie déguisée. Il était jeune, incroyablement riche, doté d'un charisme calme et d'une prestance qui le distinguait même au sein de l'élite parisienne. Mais ce qui faisait encore plus parler, c'était son prochain mariage avec Camille Roussel, fille de l'influent industriel Henri Roussel, propriétaire d'un empire dans le secteur de l'énergie. La cérémonie, prévue dans un château historique à 1 heure de Paris, était déjà surnommée le mariage de l'année. Les préparatifs s'étalaient dans les magazines spécialisés et les réseaux sociaux s'enflammaient à chaque nouvelle rumeur. La robe dessinée par un couturier italien, le menu concocté par un chef 3 étoiles, la liste des invités comprenant ministres, artistes, célébrités internationales. C'était un conte de fées moderne, ou du moins cela en avait l'apparence. Louis, lui, semblait jouer son rôle avec perfection. Toujours souriant sur les photos officielles, toujours impeccable dans ses costumes sur mesure, toujours main dans la main avec Camille, dont la beauté classique et le sens du paraître complétaient parfaitement son image d'homme accompli. Ensemble, ils formaient un duo de rêve, l'union du pouvoir économique et de l'innovation, l'héritage industriel et la jeunesse visionnaire. Mais derrière les sourires et les regards complices, quelque chose de bien plus sombre se tramait. Car si Louis avait accepté cette union avec calme, ce n'était pas par amour ni même par ambition. Au fond de lui, il nourrissait une douleur ancienne, brûlante, qu'il avait dissimulée sous des couches de silence et de maîtrise. Camille n'était pas seulement la fille d'un homme puissant. Elle était aussi celle qui, 2 ans plus tôt, avait trahi sa confiance de la manière la plus cruelle. Une liaison secrète, des manipulations financières, une tentative à peine voilée de le pousser hors de sa propre entreprise. Louis avait tout découvert en silence, sans jamais l'affronter. Il avait encaissé le coup, reconstruit ses positions, renforcé son pouvoir. Et puis, quand Camille était revenue, pleine de charme et de promesses de réconciliation, il avait dit oui. Oui au mariage, oui à la mise en scène, oui à la vengeance. Car pour lui, ce mariage n'était rien d'autre qu'un théâtre soigneusement monté. Et le jour de la cérémonie, alors que tout Paris aurait les yeux tournés vers eux, il comptait faire tomber les masques, révéler, devant les caméras et les témoins, ce que Camille lui avait réellement fait. Non pas avec violence ou colère, mais avec une précision chirurgicale, froide et irrévocable. Il ne s'agissait pas de se venger dans l'ombre. Il voulait que ce soit public, irréversible, inoubliable. Pour cela, il lui fallait un plan, et surtout un élément de rupture. Quelque chose ou quelqu'un qui ne ferait pas partie du monde doré de Camille, mais qui en deviendrait soudainement le centre d'attention. Quelqu'un d'inattendu, d'impossible à ignorer. Il ne savait pas encore qui ni comment, mais il savait que pour démolir un château de verre, il suffisait d'un caillou bien lancé. Et alors que les derniers préparatifs du mariage se mettaient en place, que les journalistes spéculaient sur la liste finale des invités, et que Camille peaufinait chaque détail avec une obsession que seul un esprit habitué à dominer pouvait comprendre, Louis s'apprêtait à quitter Paris pour un voyage discret. Il avait donné à son chauffeur l'instruction inhabituelle de prendre la route vers Lyon, seul, sans sécurité, sans annonce. Car dans les rues de cette autre ville, loin du faste et des projecteurs, il espérait peut-être trouver ce caillou, ou plutôt, une personne oubliée, méprisée, que personne ne songerait jamais à inviter à un mariage aussi luxueux. Quelqu'un qui porterait avec elle non seulement la dissonance visuelle qu'il cherchait, mais surtout une vérité plus brute, plus humaine que tous les mensonges qui l'entouraient. Ce que personne ne savait, c'est que Louis Martel, l'homme le plus admiré de Paris, s'apprêtait à transformer son mariage en champ de bataille. Pas pour l'argent, ni même pour la justice, mais pour quelque chose de bien plus personnel. Une revanche silencieuse, calculée, dont l'épicentre allait être une inconnue sortie des rues,
et ce que cet inconnu allait faire ce jour-là allait bouleverser bien plus que les plans de Louis. Le vent d'automne soufflait entre les immeubles anciens du quartier de la Guillotière, à Lyon. Sur les trottoirs humides, parmi les passants pressés, les poussettes et les sacs de course, il y avait des présences que l'on choisissait de ne pas voir. Des silhouettes en manteaux usés, des regards fuyants, des visages qu'on ignorait volontairement, comme s'ils faisaient partie du mobilier urbain. Parmi ces invisibles, Élise Moreau. Assise sur un carton affaissé près d'un distributeur de billets, elle tenait entre les doigts une tasse en plastique dont le fond était à peine couvert de quelques pièces. Son manteau beige était trop large, taché, déchiré à l'épaule. Ses cheveux bruns, noués à la va-vite, laissaient entrevoir une mèche blanche prématurée. Elle n'avait que 32 ans, mais les rues l'avaient vieillie. Pourtant, dans son regard se devinait quelque chose d'inattendu, une lucidité tranquille, une forme de présence presque dérangeante. Ce n'était pas une femme brisée, c'était une femme épuisée, mais pas détruite. Une femme en pause, suspendue dans une chute qu'elle refusait de croire définitive. Autrefois, Élise travaillait dans un cabinet d'ingénierie environnementale. Diplômée, respectée, elle avait collaboré à des projets d'urbanisme écologique. Son nom figurait même dans des articles spécialisés. Elle vivait dans un appartement modeste mais élégant dans le 6e arrondissement de Lyon. S'habillait avec goût, passait ses week-ends à lire ou à marcher dans les parcs. Elle avait des amis, des projets, une stabilité construite sans aide familiale. Mais tout cela s'était effondré avec une violence administrative que peu comprennent avant d'en être victimes. Une erreur, une accusation sans fondement, puis un licenciement brutal. Son entreprise avait été rachetée par un groupe opaque, dont les nouvelles politiques internes la ciblaient implicitement. Un audit truqué, des allégations mensongères, et en quelques semaines, elle s'était retrouvée sans emploi. Ensuite, le bail avait été résilié, les aides sociales bloquées suite à une incohérence dans les dossiers. Elle avait tenté de se battre, seule, avec des lettres, des recours, des démarches, mais la machine administrative ne répondait pas. Rapidement, ses économies avaient fondu, ses amis s'étaient éloignés, incapables de comprendre ou d'aider. Puis, la rue. Un pas après l'autre, un renoncement après l'autre. Ce jour-là, elle ne demandait pas grand-chose. Elle avait cessé d'attendre que les gens la regardent. Elle acceptait quelques pièces, échangeait quelques mots avec les habitués du quartier et gardait sur elle un vieux livre jauni qu'elle relisait page après page. Un roman de Camus qu'elle avait trouvé dans une boîte à livres. C'était peut-être le seul objet qui lui restait de son ancienne vie intellectuelle. Louis Martel n'avait jamais mis les pieds dans ce quartier sans escorte. Pourtant, ce matin-là, vêtu d'un manteau sombre et de lunettes teintées, il marchait seul, les mains dans les poches, longeant les vitrines d'un air détaché. Il observait, il cherchait. Personne ne le reconnaissait ici. Il pouvait être un touriste, un entrepreneur de passage, un citadin curieux. Il ne savait pas précisément ce qu'il voulait voir, mais il savait qu'il le reconnaîtrait s'il le croisait. Quand son regard croisa celui d'Élise, il s'arrêta brièvement. Ce n'était pas sa posture ni son apparence qui le frappa, c'était l'expression de son visage, une sorte de défi muet. Elle ne lui demanda rien, elle ne le salua pas. Elle le regarda comme on regarde quelqu'un qu'on n'a pas envie d'amuser. Cela le déstabilisa. Il passa son chemin, fit le tour du pâté de maison, revint. Elle n'avait pas bougé. Alors il s'approcha lentement et s'accroupit à hauteur de son regard. « Vous lisez Camus » demanda-t-il d'un ton neutre. Elle le fixa, soupira doucement, puis répondit « J'ai connu pire comme compagnon de trottoir. » Il sourit, pas parce qu'elle avait été drôle, mais parce qu'il sentait qu'il y avait quelque chose chez elle, une densité, une franchise rare. « Je m'appelle Louis, dit-il simplement. « Élise, mais ça ne vous avancera à rien. » Il se releva, resta silencieux quelques secondes, puis ajouta « Vous avez faim ?» Elle hésita. Il n'avait pas l'air d'un de ces philanthropes d'occasion, ni arrogant, ni gêné. Mais elle avait appris à se méfier. Pourtant, quelque chose en elle lui donna une chance. Elle hocha la tête. Ils allèrent dans une brasserie voisine, modeste, presque vide. Elle entra sans regarder autour. Il lui commanda un plat chaud, un café. Elle mangea avec lenteur, sans parler. Il observait. Il ne posait pas de questions inutiles. Après le repas, elle se leva. « Merci, c'est rare. Je ne suis pas ici pour donner, je suis ici pour proposer. »
Elle fronça les sourcils, se rasseyant par curiosité autant que par prudence. Proposez quoi? Une étude de cas? Un projet artistique? Une photo de la pauvreté pour illustrer un article? Non, dit-il simplement. Un rôle, une présence, à Paris. Elle le fixa longuement, tentant de déceler l'ironie ou la moquerie. Il n'y en avait pas. Je ne suis pas une actrice. Je ne vous demande pas de jouer. Je vous demande d'être là, avec moi, à un événement. Je vous expliquerai tout si vous acceptez de me suivre à Paris. Vous n'aurez rien à faire d'indigne, juste votre présence. En échange, vous aurez un toit, des vêtements, des soins si besoin. Rien de sentimental, rien de douteux. Je ne suis pas ce genre d'homme. Et vous êtes quel genre exactement? Le genre qui veut montrer au monde quelque chose que le monde refuse de voir. Elle resta silencieuse. L'offre était absurde, irrationnelle. Mais sa situation, elle, ne l'était pas. Elle vivait au jour le jour. Un toit, une pause, une chance de respirer. Elle pouvait toujours fuir si cela tournait mal. Elle se leva à nouveau. « Si vous me mentez, je saurai. Et je n'hésiterai pas à partir. » Il acquiesça. Et c'est ainsi que commença le voyage vers Paris. Non pas celui d'une réinsertion sociale ou d'un sauvetage romantique, mais celui d'un plan dont Élise ne connaissait encore rien, et dont elle ignorait qu'elle allait devenir l'élément central. Car ce que Louis voyait en elle, ce n'était pas seulement une femme marquée par la rue, c'était une force brute, une conscience qu'il comptait exposer au grand jour, non pas pour la sauver, mais pour détruire ce que Camille représentait, et ce qu'Élise allait découvrir sur elle-même, en route vers cette mascarade nuptiale, allait transformer bien plus que l'apparence qu'elle offrait aux autres. Le train vers Paris roulait à vive allure, traversant les paysages français avec cette régularité rassurante que la SNCF savait offrir aux voyageurs habituels. Mais dans l'un des compartiments de première classe, le silence entre Louise et Élise était tout sauf apaisant. Assise près de la fenêtre, Élise regardait les champs défiler, son sac en toile posé à ses pieds, contenant les maigres affaires qu'elle avait emportées, un livre, une brosse, quelques vêtements que Louis avait fait acheter avant le départ. À côté d'elle, l'homme qui avait bouleversé sa routine de misère depuis moins de 24 heures semblait plongé dans ses pensées, le regard fixé sur l'écran de son téléphone sans réellement le lire. Depuis leur montée dans le train, peu de mots avaient été échangés. Louis rompit enfin le silence. Il parlait d'un ton calme, comme s'il récitait une note mentale parfaitement organisée. Il lui expliqua qu'elle n'était pas là par hasard, qu'il l'avait choisie en connaissance de cause. Pas parce qu'elle inspirait la pitié, mais parce qu'elle avait cette étincelle qu'il cherchait, ce mélange de dignité silencieuse et de lucidité froide. Ce qu'il voulait d'elle était clair, sa présence à son mariage, non pas comme invitée, ni comme serveuse ou simple figurante, mais comme sa compagne officielle. Pas une comédie romantique, pas une plaisanterie, une déclaration, une provocation mesurée. Élise l'interrompit. « Vous voulez me faire passer pour votre compagne? C'est ridicule. » Il ne sourcilla pas. « Je ne vous demande pas de jouer l'amoureuse transie. Ce n'est pas une pièce de théâtre. Vous serez à mes côtés, simplement. Bien habillée, présentable, instruite, silencieuse si vous préférez. Vous n'aurez rien à simuler. Vous ne me devez rien. Ce que je veux, c'est que votre simple présence trouble un équilibre préétabli. Et ce mariage, vous comptez réellement l'épouser? Ce mariage est une scène. Je veux que certaines vérités éclatent. Pas de scandale vulgaire, pas de cris, juste un déséquilibre subtil, une fissure dans leur façade parfaite. » Élise observa son visage. Il ne souriait pas, ne jouait pas avec les mots. Il croyait chaque phrase, et cela plus que tout l'intriguait. Pourquoi un homme aussi puissant que lui, avec tant de moyens, choisirait-il une démarche aussi tordue, aussi risquée? Il aurait pu tout détruire avec des avocats, des médias, des documents, mais il avait choisi une voie théâtrale, mais non spectaculaire, comme une vengeance enveloppée dans le silence et l'élégance. Elle ne répondit rien. Il continua. Il lui imposa quelques règles, rien de contraignant en apparence, mais strictement définies. Pendant leur séjour à Paris, elle aurait une suite dans un hôtel discret, des tenues choisies par une styliste, un médecin privé pour vérifier son état de santé, et une série de séances avec une coach comportementale. Pas pour la transformer, mais pour l'armer. Il voulait qu'elle sache marcher, parler, se tenir comme on l'attendrait dans les milieux où Camille régnait. Pas pour leur plaire, mais pour les déranger. Vous n'avez pas à mentir. Vous ne porterez pas mon nom, vous ne prétendrez rien. Votre simple présence, avec votre histoire réelle, suffira.
Ils chercheront à vous disqualifier. Ils ne comprendront pas ce que vous faites là. C'est exactement ce que je veux. Élise le regarda longuement. Il était clair que quelque chose l'habitait, une rancœur contenue, une colère froide. Mais il n'était pas fou. Il agissait avec méthode. Et malgré le malaise qu'elle ressentait, elle ne pouvait s'empêcher de vouloir comprendre jusqu'où ce plan allait. Il y avait aussi en elle une curiosité plus personnelle, une chance d'exister à nouveau aux yeux du monde. Pas comme un problème social, mais comme une énigme, une présence qu'on n'attendait pas. Ils arrivèrent à Paris en fin de journée. La voiture qui les attendait était sobre, sans chauffeur. Louis conduisait lui-même, l'amenant dans un hôtel discret près de la rue du Faubourg Saint-Honoré. L'accueil fut formel, presque trop neutre. Personne ne posa de questions. Dans la suite qui lui était attribuée, Élise découvrit une penderie déjà remplie de vêtements, des chaussures alignées, des accessoires. Tout avait été prévu. Elle hésita à protester, mais quelque chose dans le soin mis à préparer cette chambre la força au silence. Elle n'était pas prisonnière. Elle pouvait partir à tout moment, mais elle restait. Pour comprendre. Le lendemain, les rendez-vous commencèrent. Un médecin d'abord, qui lui parla avec respect, lui prescrivit des vitamines, s'assura qu'elle n'avait aucune condition grave non traitée. Ensuite, une coiffeuse, une esthéticienne, toute discrète, professionnelle, sans jugement. Puis vint la styliste, une femme sèche mais efficace, qui ne la complimenta jamais, mais la regardait comme un tailleur observe une pièce à ajuster. Et enfin, une coach comportementale qui lui parla non pas comme à une élève, mais comme à une partenaire dans un jeu d'échecs. Élise jouait le jeu. Pas pour Louis, pas pour lui faire plaisir, mais parce qu'elle avait compris que c'était sa seule chance d'imposer son existence dans un monde qui l'avait effacé. Chaque geste appris, chaque tenue portée, chaque regard maintenu sans trembler, devenait une forme de revanche silencieuse contre ceux qui l'avaient réduite à un chiffre dans un fichier administratif. Mais une question restait sans réponse. Pourquoi Louis faisait-il cela réellement? Il prétendait vouloir troubler Camille, perturber le mariage, mais cela semblait trop élaboré pour une simple vengeance. Il passait peu de temps avec elle, toujours occupé par des réunions, des préparatifs. Mais chaque fois qu'il se retrouvait, il la regardait avec une intensité étrange, non pas de désir mais de reconnaissance, comme s'il voyait en elle quelque chose qu'il connaissait déjà. Elle osa lui poser la question, un soir, dans le salon privé d'un restaurant où il dînait. « Qu'est-ce que vous attendez de moi, Louis? Vraiment ?» Il posa son verre, la regarda sans détour. « La vérité. Et la vérité, Élise, c'est que vous êtes le reflet de ce qu'ils ont tenté de me faire. Vous êtes leur œuvre. Je veux qu'ils la regardent dans les yeux. » Elle ne répondit rien. Mais cette phrase résonna en elle plus que toutes les autres, car dans cette guerre silencieuse qu'ils menaient, elle comprit enfin qu'elle n'était pas une figurante. Elle était un miroir, et les gens détestent se voir tels qu'ils sont vraiment. La suite d'Élise au 3e étage de l'hôtel semblait flotter hors du temps. Aucun bruit ne filtrait des autres chambres, et le personnel agissait avec une précision presque chirurgicale. La lumière douce filtrée par les rideaux beiges baignait l'espace d'une clarté apaisante, et chaque objet semblait avoir été choisi pour ne pas troubler la concentration. Ce calme, d'abord inconfortable, devenait peu à peu un terrain propice à une métamorphose que personne n'aurait jugé possible quelques semaines plus tôt. Mais cette transformation, loin d'être un simple relooking esthétique, touchait des couches plus profondes. Ce que Louise avait prévu comme une opération de surface révélait des dimensions que lui-même n'avait pas anticipées. Les premiers jours furent rythmés par une rigueur presque militaire. Élise, qui n'avait plus eu de routine depuis longtemps, dut réapprendre la temporalité. Réveil à 8 heures précises, petit déjeuner équilibré, consultation, séance d'entraînement physique modérée, cours de diction et de posture, essayage constant, lecture recommandée, discussion encadrée par des spécialistes. Rien n'était imposé avec brutalité, mais tout était calibré pour la pousser vers un certain niveau d'excellence sociale. Et elle ne résistait pas. Pas par soumission, mais par curiosité. Elle voulait savoir jusqu'où elle pouvait aller sans perdre son identité. Les premières séances avec la coach comportementale furent les plus intenses. Celle-ci, une ancienne comédienne reconvertie en spécialiste du langage non-verbal, parlait peu, mais observait avec une acuité redoutable. Elle notait chaque geste d'Élise, chaque hésitation, chaque changement de ton. Elle ne cherchait pas à lisser ses aspérités,
mais à lui donner les armes pour qu'elle puisse choisir ce qu'elle montrait et ce qu'elle taisait. Ce n'était pas un formatage, c'était une armure. Élise apprit à moduler sa voix, à poser son regard sans trembler, à répondre sans agressivité mais avec fermeté, à occuper l'espace sans arrogance. Chaque détail comptait. Comment poser une fourchette, comment se tenir debout en robe de soirée, comment traverser une pièce en silence sans disparaître. Elle ne devenait pas quelqu'un d'autre, elle devenait une version d'elle-même que la rue avait étouffée. Les vêtements, quant à eux, jouaient un rôle stratégique. La styliste avait compris que la clé n'était pas de l'habiller comme une bourgeoise, mais comme une énigme. Élise portait des tenues sobres, structurées, aux coupes élégantes, mais sans ostentation, des couleurs profondes, des tissus nobles, des lignes épurées. Elle n'attirait pas l'œil par l'extravagance, mais par la précision. On sentait en la regardant que quelque chose clochait, mais on ne pouvait dire quoi. Elle avait la grâce d'une femme qui n'appartient à aucun monde en particulier. Louis, de son côté, suivait la progression à distance. Il ne s'immisçait jamais dans les séances, ne commentait pas les choix vestimentaires, ne donnait aucune directive directe à Élise. Mais chaque soir, il faisait envoyer un rapport synthétique. Il savait tout, et ce qu'il lisait l'intriguait, car au-delà des progrès visibles, il percevait dans les retours un changement de ton. Ceux qui travaillaient avec elle ne la décrivaient plus comme une invitée temporaire ou une inconnue en cours de transformation. Ils parlaient d'elle avec respect, parfois même avec admiration. Certains avouaient être déstabilisés par son regard, par sa capacité à écouter sans interrompre, par son silence chargé de sens. Elle ne demandait jamais rien, elle apprenait, et ce simple fait bouleversait les attentes. Ils se voyaient rarement, mais chaque rencontre était marquée par une tension contenue. Louis ne montrait aucune familiarité. Il agissait comme un partenaire de mission. Mais au fil des jours, il ne pouvait ignorer que quelque chose changeait. Non pas dans l'apparence d'Élise, mais dans la nature même de leur relation. Elle n'était plus un instrument dans son plan. Elle devenait une inconnue dont la présence le mettait à l'épreuve. Une après-midi, alors qu'il prenait un café dans un salon discret de l'hôtel, Élise brisa le silence qui s'était installé entre eux. « J'ai compris ce que vous essayez de faire. Vous ne voulez pas seulement exposer Camille. Vous voulez que le monde ressente ce que vous avez ressenti. L'humiliation, l'exclusion, le mépris. Vous voulez les retourner contre elle. » Louis la fixa longuement avant de répondre. « Ce n'est pas une vengeance personnelle. C'est un rappel. Ces gens pensent qu'ils peuvent manipuler des villes comme des chiffres dans un tableau. Je veux leur montrer que chaque décision laisse des traces. Et moi, je suis quoi dans ce rappel? Une preuve vivante? Un avertissement? Vous êtes une anomalie, quelque chose qu'ils ne sauront pas classer, et c'est ça votre force. » Elle ne réagit pas immédiatement. Puis elle reprit « Je veux que ce soit clair. Je ne suis pas ici pour servir votre revanche. Si je monte avec vous sur cet autel, ce sera pour des raisons que je choisis moi-même. » Il hocha la tête. Il n'ajouta rien. Mais en lui, une certitude prenait forme. Élise avait franchi un seuil. Elle n'était plus le maillon faible de son plan. Elle en devenait le point d'ancrage, celui qui donnerait du sens à tout ce qu'il s'apprêtait à faire. Dans les jours suivants, les répétitions du mariage commencèrent. Élise y assistait en silence, toujours à la marge, toujours impeccable. Camille, la fiancée officielle, ne cachait pas son irritation face à cette présence incongrue. Elle posait des questions, lançait des piques, tentait de comprendre qui était cette femme qui marchait aux côtés de Louis, comme si elle avait toujours été là. Mais Élise ne répondait pas aux provocations. Elle souriait avec une retenue désarmante, et ce silence devenait son arme la plus tranchante. Louis observait tout cela avec une distance calculée. Mais au fond de lui, il comprenait que le jour de la cérémonie ne ressemblerait en rien à ce qu'il avait prévu. Non pas parce qu'il échouerait, mais parce qu'Élise, par sa seule présence, était en train de redéfinir les règles du jeu. Et ce jeu, désormais, n'était plus seulement le sien. Le passé de Louis Martel n'était pas un secret, mais personne n'en connaissait vraiment les zones d'ombre. L'image soigneusement construite du jeune entrepreneur brillant, sorti d'une école d'élite, créateur d'une start-up devenue référence, compagnon de la femme la plus convoitée de Paris, avait toujours été entretenue avec une précision stratégique. Pourtant, derrière cette façade d'homme accompli, s'étendait une blessure qu'il avait longtemps refusé de nommer. Et cette blessure portait un nom. Camille Roussel. 2 ans auparavant, Louis n'était pas encore cet homme de pouvoir froid et méthodique.
Il dirigeait alors Symbiose avec passion, entouré d'une équipe restreinte mais loyale, animée par une vision sincère d'un progrès technologique éthique. Camille, arrivée dans sa vie comme une bourrasque, avait tout bouleversé. Belle, cultivée, audacieuse, elle avait su s'insinuer dans son quotidien avec un naturel désarmant. Ils avaient commencé par des dîners, puis des week-ends, puis des projets communs. Très vite, elle avait obtenu sa confiance. Trop vite. Camille ne se contentait jamais de l'accessoire. Elle voulait le centre. Et pour l'obtenir, elle avait su se rendre indispensable. Elle avait introduit son père dans les conseils d'administration, organisé des levées de fonds, conseillé Louis sur les fusions stratégiques. Peu à peu, elle avait déplacé les lignes, redéfini les priorités, infiltré chaque strate du pouvoir décisionnel. Louis, pris dans le tourbillon de ses ambitions, n'avait pas vu le piège se refermer. Mais la chute ne fut pas immédiate. Elle prit la forme d'une lente érosion, une série de décisions imposées sans consultation, des employés de confiance mis à l'écart, des consultants parachutés par le réseau Roussel. C'est en fouillant dans les documents internes, lors d'une nuit d'insomnie, que Louis découvrit l'ampleur du mensonge. Des transferts de fonds déguisés, des contrats biaisés, une société écran liée au groupe Roussel qui siphonnait lentement des ressources stratégiques de Symbiose. Et au centre de tout cela, Camille. Non seulement elle avait participé aux manœuvres, mais elle avait initié certaines d'entre elles. Ce n'était pas une simple trahison sentimentale, c'était une prise de pouvoir méthodique, orchestrée sous couvert de partenariat affectif. Ce qu'il découvrit ensuite fut pire encore. Camille entretenait une liaison avec l'un des avocats impliqués dans les négociations financières. Ensemble, ils avaient envisagé un scénario dans lequel Louis serait discrètement écarté, remplacé à la tête de l'entreprise par une figure plus malléable, sans scandale ni procès, seulement un glissement progressif vers l'effacement. Un fondateur en retrait étiqueté comme visionnaire fatigué, remplacé par une nouvelle génération plus stratégique. Le plan était élégant, implacable. Louis n'en parla à personne. Il ne confronta ni Camille, ni son père, ni même les membres du conseil. Il fit ce qu'il savait faire le mieux. Il observa, il nota, il attendit. Pendant plusieurs mois, il reconstitua le puzzle, collectant les preuves, verrouillant les accès, sécurisant les données. Et quand il fut prêt, il renversa la table. Discrètement, sans éclat, il racheta en secret les parts flottantes de la société, passa par des intermédiaires pour reprendre le contrôle des leviers internes, congédia les éléments infiltrés sous prétexte de réorganisation. Camille, sentant le sol se dérober, tenta de réagir, mais il fut plus rapide. Elle perdit tout pouvoir décisionnel en quelques semaines, et pourtant, il ne l'éloigna pas. Il lui proposa même de rester en tant que partenaire honorifique. Un titre vide, un miroir tendu à son orgueil. Elle accepta, persuadée qu'elle finirait par revenir au centre. C'est ce que Louis avait anticipé. Il voulait qu'elle reste proche, qu'elle se sente à nouveau en confiance, qu'elle se persuade que tout pouvait redevenir comme avant. Et lorsqu'elle parla de mariage, il n'hésita pas. Pour lui, accepter de l'épouser n'était pas un acte de pardon, c'était un acte de contrôle. Il voulait que le jour où elle penserait avoir tout gagné, elle découvre qu'elle avait en réalité tout perdu. Il voulait que le monde qui la glorifiait voie ce qu'elle avait réellement fait. Il ne s'agissait pas de vengeance émotionnelle, mais d'une justice froide, orchestrée dans le silence. C'est dans ce contexte que l'idée d'inviter Élise prit forme. Il cherchait une présence qui briserait le vernis de ce mariage, quelqu'un d'inattendu, d'impossible à ignorer, dont la seule existence serait une remise en question des valeurs que Camille prétendait incarner. Élise, par son histoire, son intelligence, sa dignité retrouvée, incarnait tout ce que Camille méprisait. Elle n'était pas une rivale, mais un miroir trop clair pour être toléré. Mais Louis n'avait pas prévu que cette femme, qu'il avait d'abord considérée comme un outil, se révélerait aussi complexe. Il ne s'attendait pas à être troublé par ses silences, ses regards, sa manière de remettre en question les fondements mêmes de son plan. Car Élise ne se contentait pas de jouer le rôle qu'il lui avait attribué. Elle posait des questions, elle observait, elle pensait par elle-même. Et elle commençait à comprendre que ce mariage, loin d'être un simple événement mondain, était le théâtre d'une guerre où chacun dissimulait ses armes. Un soir, alors qu'il relisait les anciens rapports internes de Symbiose, Louis tomba sur un détail qu'il avait jusque-là négligé.
Un nom inscrit dans une liste de bénéficiaires secondaires d'un contrat frauduleux. Un nom qu'il connaissait à peine, mais qu'il avait déjà entendu dans la bouche d'Élise. Une entreprise appartenant à une filiale du groupe Roussel, impliquée dans un procès administratif à Lyon, celui qui avait conduit Élise à la rue. Le choc fut immédiat. Ce n'était plus une coïncidence. Camille n'avait pas seulement détruit sa carrière, elle avait aussi indirectement ou non détruit la vie d'Élise. Le lien entre leurs deux histoires, tissé en coulisses, donnait à cette mise en scène un sens nouveau, bien plus grave qu'il ne l'avait imaginé. Et alors qu'il fermait le dossier, le cœur battant, une certitude s'imposa. Élise n'était plus seulement un outil de sa vengeance, elle en était la clé, la pièce qu'il ne contrôlait pas, mais dont la vérité pouvait faire s'effondrer tout l'édifice que Camille croyait encore solide. Camille Roussel, toujours impeccable, entretenait depuis des semaines une image soigneusement polie. Avec ses yeux d'un bleu glacé et son sourire étudié, elle dominait chaque étape des préparatifs du mariage, comme une reine régnant sur une cour dorée. Elle vérifiait le menu, réglait les nuances d'éclairage, corrigeait les détails de la scène. Cependant, l'arrivée d'Élise avait tout changé dans ce cadre parfaitement orchestré. Cette femme vêtue avec sobriété, silencieuse, au regard absent de toute complaisance, bousculait l'équilibre invisible que Camille maîtrisait d'un geste. Durant une répétition générale, Élise glissa sans effort dans le flot des invités, un mélange de figures influentes et de personnalités médiatiques. Elle ne monopolisa aucun regard, mais tous se tournèrent vers elle. Elle dégageait une aura volontairement maladroite et pourtant indéniable, comme si chacun percevait qu'elle n'appartenait pas à ce monde. Camille, cependant, ne se contenta pas de ressentir cela. Elle le vit avec violence. Uniquement vêtue d'un tailleur sobre, sans bijoux ostentatoires, Élise dégourdissait les attentes. Où que Camille posait ses yeux, il y avait cette ombre calme et en marge, qui occupait un espace plus tangible que la plupart des convives. Et Camille comprit que cette intrusion silencieuse représentait une menace dont elle ne savait juger la nature, mais dont elle percevait l'étendue. Elle éprouva cette peur sourde qu'on ressent lorsqu'on réalise que rien ne peut redevenir comme avant. Le soir même, Camille intercepta Louis dans une alcôve du jardin éclairée par des lanternes. Elle le pressa, les mains légèrement tremblantes. Qui était cette femme? Pourquoi l'avoir invitée? Louis resta impassible, mais le ton de Camille devint sec, agressif par retenue. Elle déclara qu'il fallait l'écarter, qu'elle ne tiendrait pas à ses côtés devant leurs futurs invités et leurs familles. Sa voix, d'abord feutrée, se crispa. Elle ne demandait pas, elle exigeait. Louis, sans alterner, répondit d'un biais calme. Cela suffit à allumer une étincelle. Camille recula, consciente que l'ordre établi vacillait. Elle avait toujours contrôlé chaque aspect de leur vie, chaque parole, chaque regard, chaque décision. Mais ici, Louis refusait de céder. Et Élise, immobile dans leur champ de vision, était la pierre angulaire de cette altération. Elle ne l'avait pas encore affronté, mais elle savait qu'il ne tarderait pas à arriver. Peu après, Camille se réfugia dans ses quartiers d'essayage, profondément convaincue d'une chose. Elle devait riposter avant que la situation ne bascule. Elle fit appel à une de ses amies les plus fidèles, celle qui connaît tous ses secrets et partage ses ambitions. Lorsque l'assistante rejoignit sa loge, Camille lui glissa une mission indirecte mais claire, retrouver des images compromettantes de cette Élise lors de son passage à Lyon. Des photos, des témoignages, n'importe quel élément pouvant la décrédibiliser auprès des invités, de la presse, de Louis. L'assistante repartit, le visage grave. Elle comprenait la gravité implicite du geste. Fragiliser la réputation publique d'une femme ordinaire était une attaque subtile mais implacable. Une vengeance dans l'ombre contre l'ombre. Elle ne parlait pas de violence, mais d'un silencieux mais efficace processus de déroute. Tandis qu'elle agissait, Élise, sans le savoir, devenait l'objet d'une enquête non officielle. On fouillait son passé, on sondait ses gestes. Dans le salon d'essayage, Camille, drapée dans sa robe nuptiale, effleura les perles disposées sur sa poitrine. Nulle hésitation visible, mais chaque perle lui rappelait ce que Camille ne supportait plus. L'idée que l'image soigneusement construite puisse être dissoute par une présence qui ne cherchait ni l'attention, ni la sympathie, mais seulement d'exister. Cette nuit-là, les lumières du château ne brillaient plus de la même façon. Quelque chose s'était envenimé dans l'atmosphère. La presse spécialisée, les blogueurs et les invités commençaient à suspecter l'intrusion d'une tierce personne.
Des rumeurs glissèrent qu'il pourrait s'agir d'une créatrice de mode ratée, d'une figure locale ou d'une ancienne camarade de lycée. Mais personne ne savait réellement qui était cette inconnue là pour troubler l'équilibre. Et personne ne savait qu'elle ne viendrait peut-être pas ce jour-là. Dans les dernières heures précédant la cérémonie, une annonce discrète circula dans le personnel. La demoiselle de compagnie inattendue de Louis ne figurait pas sur les listes, mais elle était autorisée à rester. Certains parlèrent d'une camarade de Louis, d'une cousine lointaine, d'une ex mystérieuse. Ces hypothèses alimentèrent la distraction, mais la vérité était plus simple et plus bénéfique. Cette femme devenait le cœur de ce qui allait se passer. Et ni Camille ni les autres convives ne pouvaient encore mesurer l'influence de cette étrangère silencieuse. Et ce que personne ne savait encore, ce que ni Camille ni aucun invité ne pressentait, c'est qu'Élise, dans cette attente pesante, avait pris une décision. Elle ne se laisserait pas réduire à son passé. Elle ne permettrait ni l'humiliation, ni la manipulation. Ce qu'elle ferait lorsqu'elle apparaîtrait, ou qu'elle choisirait de ne pas apparaître, changerait tout. Cette confrontation sourde avait glissé la noce de son avantage sécurisant vers un terrain incertain. Et il ne restait que quelques heures avant que la scène entière bascule dans l'inattendu. Le matin du dernier jour de répétition du mariage, le domaine vibrait d'une tension muette. Des dizaines de personnes s'affairaient dans les couloirs, les jardins, la salle de réception encore en préparation. Les fleurs fraîchement livrées embaumaient l'air, les techniciens réglaient l'éclairage, les traiteurs coordonnaient la disposition millimétrée des tables. Tout devait être parfait, et le moindre détail était vérifié, corrigé, amélioré. Camille circulait dans cette agitation comme une chef d'orchestre inflexible, distribuant des ordres avec une fermeté tranchante. Pourtant, malgré l'apparence d'un contrôle absolu, un seul élément échappait à sa maîtrise, la présence d'Élise. Lorsque cette dernière fit son apparition dans l'allée centrale, vêtue d'une robe bleu nuit sans ornement, les conversations s'interrompirent. Ce n'était pas la richesse du tissu qui attirait les regards, ni la coupe sophistiquée. Au contraire, tout en elle respirait la discrétion. Mais c'était cette posture, droite sans arrogance, et ce regard posé, calme, qui faisait d'elle une énigme impossible à ignorer. Personne ne savait d'où elle venait, mais tout le monde sentait qu'elle n'était pas là par hasard, et surtout qu'elle n'était pas ce qu'on aurait attendu de la compagne d'un homme comme Louis Martel. Les murmures commencèrent à circuler entre les invités présents pour la répétition. On l'observait du coin de l'œil, on osait des hypothèses. Était-elle une ex-compagne revenue au dernier moment? Une artiste engagée dans un projet de Louis? Une experte en communication recrutée pour gérer les imprévus du mariage? Mais Élise ne parlait pas, ou très peu. Elle se contentait de suivre les indications des organisateurs, de s'asseoir là où on lui demandait, de se lever à l'instant prévu. Et à chaque mouvement, elle imposait une présence qui dépassait de loin celle des invités habitués au projecteur. Camille, de son côté, contenait mal son agitation. Elle avait tenté à plusieurs reprises d'interroger Louis sur le rôle précis d'Élise dans la cérémonie, mais les réponses qu'elle obtenait étaient vagues, souvent accompagnées d'un regard détourné. Elle avait bien compris qu'il se passait quelque chose en coulisses, quelque chose qu'elle ne contrôlait pas, et cette idée la rongeait. Voir Élise marcher dans la salle, interagir brièvement avec certains invités de marque, recevoir des regards curieux mais non condescendants, l'irritait profondément. Louis observait la scène à distance. Assis au fond de la salle, il ne participait pas aux conversations. Il regardait Élise avec une attention silencieuse, comme on contemple une stratégie en cours d'exécution. Mais ce qu'il ne pouvait plus ignorer, c'était le changement profond qui s'était opéré. Élise n'était plus le symbole de sa vengeance, ni même une variable de sa démonstration. Elle devenait l'actrice principale d'un récit qu'il n'avait pas entièrement écrit. Sa manière d'exister, de ne pas se défendre, de ne rien revendiquer, mais de tout signifier bouleversait le cadre même du plan initial. Lorsque la répétition du cortège commença, Élise accepta calmement de jouer le rôle que Louis lui avait assigné. Être à son bras, avancer à ses côtés. Il n'y eut ni geste tendre ni sourire complice, mais la manière dont elle marchait à ses côtés, la tête droite, le regard fixe, rendait leur duo immédiatement intrigant. Les photographes présents pour capturer les moments préparatoires prenaient discrètement des clichés, sans trop comprendre ce qu'ils étaient en train d'immortaliser. Camille, voyant cela, se tourna vers son père, Henri Roussel, qui venait d'arriver pour superviser les derniers accords
avec les partenaires financiers du groupe. Elle lui parla brièvement à voix basse, pointant Élise du regard. Henri observa la femme quelques secondes, sans expression, puis répondit d'un ton bref que Louis savait ce qu'il faisait. Mais Camille vit dans son regard une ombre d'inquiétude. Si même son père, si calculateur, commençait à douter, c'est que le déséquilibre devenait réel. Pendant le déjeuner suivant la répétition, Élise fut placée à la table d'honneur, entre deux invités politiques de haut niveau. Elle ne dit presque rien, écouta beaucoup, répondit avec concision lorsqu'on lui adressa la parole, mais au fil du repas, les regards changèrent. Les deux hommes cessèrent de la considérer comme une étrangère et commencèrent à l'interroger sur des sujets sérieux. Elle répondit avec la prudence d'une femme qui connaît les conséquences de chaque mot, mais aussi avec la franchise de celle qui n'a rien à perdre. Bientôt, ce ne fut plus sa présence qui posait problème, mais l'intérêt qu'elle suscitait. Louis reçut, quelques heures plus tard, un message d'un partenaire financier. « Qui est cette femme ? On parle plus d'elle que du mariage. » Il ne répondit pas immédiatement. Il se contenta de relire la phrase. Une autre question s'imposa à lui qu'il n'avait jamais formulée, et s'il n'était plus capable de maîtriser ce qu'il avait déclenché. Camille, dans sa suite, fit alors ce qu'elle n'avait encore jamais osé faire depuis le début des tensions. Elle demanda une rencontre en privé avec Élise. Elle prétexta vouloir mettre les choses au clair. La réponse d'Élise fut directe. « Je vous accorde 15 minutes, pas plus. » Dans la pièce réservée à l'entrevue, elles se firent face. Camille, en robe crème, les cheveux tirés, droite comme une statue. Élise, dans son tailleur sombre, calme, presque lasse. Camille tenta d'imposer d'emblée une domination verbale, l'accusant de parasiter un événement qu'elle ne comprenait pas. Mais Élise ne répondit pas à l'attaque. Elle se contenta d'observer, de laisser Camille s'enliser dans ses certitudes. Puis, au moment où le silence s'installa, elle dit une seule phrase « Vous vous êtes habitué à ce que personne ne vous dise non. Je ne suis pas cette personne. » Camille resta figée. Ce n'était pas une menace, c'était une évidence. Et dans ce moment suspendu, elle comprit qu'Élise n'était pas une faiblesse du plan de Louis. Elle était sa force. Mais ce que ni Camille ni Louis ne semblaient avoir prévu, c'est qu'Élise, désormais, avait ses propres intentions. Et elle ne correspondait plus exactement à ce qu'on attendait d'elle. La veille du mariage, le domaine où devait se dérouler la cérémonie baignait dans une atmosphère suspendue. Les dernières vérifications logistiques étaient en cours, les équipes de décoration s'affairaient à finaliser l'agencement des espaces extérieurs et les représentants des médias accrédités s'installaient discrètement en coulisses, impatients de couvrir ce qui avait été annoncé comme l'union la plus attendue de l'année. Louis, fidèle à son silence stratégique, ne participait que très peu aux agitations de dernière minute. Il observait, notait, planifiait. Mais derrière son calme apparent, une tension sourde montait. Camille, de son côté, avait adopté une posture d'apparente sérénité, mais ses gestes trahissaient une nervosité qu'elle n'avait plus ressentie depuis des années. Elle s'obstinait à tout vouloir contrôler, à donner des instructions qui se contredisaient parfois, à convoquer les membres de son entourage pour des réunions inutiles. Elle sentait que quelque chose lui échappait, et ce sentiment l'exaspérait. Ce fut au cours de cette journée que Camille accéda aux premières images qu'elle avait fait chercher. Son assistante personnelle, après des jours de recherche dans les recoins numériques de Lyon, avait réussi à retrouver des clichés d'Élise datant de plusieurs mois. Des photographies sans mise en scène, capturées par des passants ou des caméras de surveillance de quartiers fréquentés par les sans-abri. Sur l'une d'elles, Élise apparaissait assise au pied d'un immeuble, vêtue d'un manteau déchiré, le visage tiré, les cheveux en désordre. Sur une autre, elle tenait un sac plastique, regardant fixement un banc vide. Rien de choquant, rien d'illégal, mais suffisamment pour nourrir le voyeurisme social. Camille vit immédiatement le potentiel destructeur de ces images. Elle n'avait pas besoin de diffamation. Il lui suffisait de les faire circuler auprès de certaines personnes influentes, sous couvert d'inquiétude ou de curiosité, et la mécanique se mettrait en route d'elle-même. Elle fit transmettre les photos à un blogueur connu pour ses publications douteuses, spécialisé dans les rumeurs mondaines. Moins d'une heure plus tard, une publication anonyme, accompagnée des images, fut mise en ligne sous le titre provocateur « Qui est vraiment la mystérieuse accompagnatrice de Louis Martel ?» Le contenu n'était pas accusateur. Il se contentait de poser des questions, de juxtaposer des suppositions. Mais l'effet fut immédiat.
Les commentaires affluèrent, les partages se multiplièrent. Des journalistes, pourtant triés sur le volet pour couvrir le mariage, commencèrent à interroger discrètement l'équipe de communication de Louis. Certains évoquaient déjà une manipulation médiatique, une opération de déstabilisation. La tension monta d'un cran. Élise fut la dernière à apprendre la nouvelle. Ce fut l'une des maquilleuses, sans mauvaise intention, qui lui en parla à demi-mot en début de soirée. Elle chercha l'article, le lut lentement, sans réagir. Puis, dans un geste méthodique, elle posa son téléphone sur la table, retira ses chaussures et quitta la pièce sans prévenir personne. Lorsqu'une heure plus tard, Louis fut informé de sa disparition, il suspendit tous les préparatifs. Elle n'avait laissé aucune note, aucun message, aucun indice sur sa destination. La suite qu'elle occupait était en ordre, ses affaires encore présentes, mais elle, introuvable. Il se mit à sa recherche immédiatement, seul. Il refusa l'aide de son équipe, exigea que la sécurité ne soit pas alertée. Il comprenait, il savait. Cette fuite n'était pas une panique soudaine, c'était un choix. Élise avait été exposée, utilisée, mise en lumière contre sa volonté. Elle qui n'avait jamais demandé à figurer dans cette histoire, qui avait accepté ce rôle sans ambition, se retrouvait au centre d'un scandale orchestré avec froideur. Elle avait dû se sentir trahie non par Camille, mais par lui. Et cela, il ne se le pardonnerait pas. Louis conduisit seul à travers la ville, revisitant chaque endroit qu'ils avaient fréquenté ensemble. Il retourna au café où ils avaient dîné, longea les quais, interrogea sans insister les rares personnes croisées. Rien. Paris, pourtant si familière, lui semblait ce soir-là infiniment hostile. Dans sa voiture silencieuse, il repensait à chaque mot échangé avec Élise, à chaque regard, à chaque hésitation qu'elle avait eue, qu'il n'avait pas voulu voir. Elle n'était pas une pièce sur un échiquier, elle était un être humain qu'il avait réduit à une fonction. Pendant ce temps, au domaine, la panique restait contenue. Officiellement, tout allait bien. Mais ceux qui savaient, savaient. Camille, quant à elle, feignait l'ignorance. Elle apprit la fuite d'Élise sans afficher la moindre réaction. Mais au fond, elle ressentit un triomphe amer. Ce n'était pas la victoire éclatante qu'elle aurait souhaitée, mais c'était une victoire quand même. Elle pensait avoir mis fin à cette mascarade. Elle pensait avoir repris le contrôle. Mais elle avait sous-estimé une chose, l'effet inverse. Au petit matin, alors que les invités commençaient à arriver, que les journalistes ajustaient leurs caméras, que les fleuristes terminaient les derniers arrangements, Louis retourna au domaine. Il n'avait pas dormi. Il ne portait pas son costume. Il entra dans la salle principale, encore vide, et resta immobile au centre de l'allée. Camille, déjà prête, l'observa à distance. Elle comprit, sans qu'il ait besoin de parler. Ce mariage n'aurait pas lieu comme prévu. Et pourtant, tout allait commencer. Les sièges se remplissaient, les caméras s'activaient, les musiciens accordaient leurs instruments. Et Élise, toujours absente, restait le point central de toutes les pensées. Le mariage allait avoir lieu. Mais personne ne savait encore si ce serait avec une mariée, sans une invitée ou sans vérité. Ce que Camille ignorait, c'est que son coup, lancé pour humilier, n'avait fait que réveiller un engrenage plus profond. Un engrenage qui allait faire basculer la cérémonie dans une direction qu'aucun des deux futurs époux n'avait anticipée. Le domaine était en effervescence. Les voitures arrivaient les unes après les autres, déversant des invités habillés, avec une élégance chirurgicale, tous impatients d'assister à ce qui s'annonçait comme une cérémonie somptueuse. Les flashs des photographes ponctuaient les conversations feutrées, les hôtesses guidaient les personnalités vers leurs sièges, les verres de champagne circulaient déjà, mais une tension sourde courait dans l'air, perceptible seulement pour ceux qui savaient. Élise n'était pas là et Louis n'avait toujours rien dit. Il était apparu brièvement dans la salle de réception, vêtu sobrement, sans le costume de cérémonie, puis avait disparu dans ses appartements, laissant les invités spéculer. Dans sa chambre, Louis s'asseyait en silence devant une enveloppe restée sur la table basse. Elle portait son nom, écrit à la main, une écriture fine, droite, sans fioriture. C'était Élise qui l'avait laissée. Elle n'avait pas fui sans explication. Il avait ignoré cette enveloppe à son retour, trop épuisé pour affronter le contenu. Mais désormais, il savait qu'il n'avait plus le choix. Il l'ouvrit. La lettre ne faisait que 2 pages, mais chaque ligne pesait lourd.
Élise y racontait ce que Louis n'avait jamais osé lui demander directement. Les détails de sa chute. Elle écrivait sans dramatiser, sans se plaindre, avec cette retenue qui la caractérisait. Elle retraçait la suite d'événements qui l'avaient de conduite à la rue, les décisions administratives, les malentendus, les fautes de procédure, les silences institutionnels. Mais un nom revenait discret, presque anodin. Une société sous-traitante de gestion de dossiers pour le tribunal administratif qui avait perdu les pièces cruciales de sa défense dans un contentieux contre son ancien employeur. Ce détail, Louis l'avait déjà vu quelque part. Il se précipita vers son ordinateur, se connecta à l'interface de gestion des investissements satellites du groupe Roussel et lança une recherche. Ce nom, il le retrouva dans les annexes d'un audit réalisé 3 ans plus tôt. Il s'agissait d'une entité partiellement financée par une fondation liée à Camille, dont les activités secondaires incluaient des investissements dans des services administratifs délégués à l'État. Autrement dit, une entreprise écran, dirigée par un ancien associé d'Henri Roussel et indirectement impliqué dans des processus judiciaires externalisés. En croisant les données, Louis comprit. Élise n'était pas tombée par hasard. Elle avait été broyée par un système dans lequel Camille, par action ou par négligence, avait joué un rôle déterminant. Ce n'était pas une attaque ciblée, mais un effet collatéral d'un empire économique où l'humain n'avait aucune place. Et la boucle se refermait. Camille avait détruit Louis dans sa sphère intime et professionnelle, puis, sans même le savoir ou peut-être en le sachant très bien, avait contribué à la ruine d'Élise, une femme que personne n'aurait dû remarquer. Sauf que Louis, justement, l'avait remarqué. Il referma l'enveloppe et ferma les yeux un instant. Tout était là. Le plan qu'il avait construit depuis des mois s'effondrait, non parce qu'il avait échoué, mais parce qu'il avait visé trop bas. Il voulait exposer Camille, la confronter, la priver de sa victoire publique. Mais la lettre d'Élise changeait tout. La vengeance ne suffisait plus. Il fallait autre chose, il fallait vérité, justice, mais sans les armes habituelles de l'humiliation ou du scandale. Il fallait parler devant tous, sans colère, sans mise en scène, juste avec les faits. Lorsqu'il se leva, la décision était prise. Il enfila son costume sombre, attacha ses boutons de manchette, passa sa montre au poignet gauche. Il ne voulait pas paraître triomphant. Il voulait paraître sobre, droit, exact. Il descendit à la salle de cérémonie sous les regards silencieux des invités. Le bruit se dissipa peu à peu. Tous comprirent qu'un discours allait être prononcé. Camille, debout près de l'arche florale, vêtue de sa robe ivoire éclatante, le fixait sans un mot. Elle s'attendait à tout, sauf à ce qu'il s'approche du micro avec un calme absolu. Il se tint droit, sans note, et s'adressa à l'assemblée. « Mesdames, messieurs, je vous remercie d'être ici. Ce jour aurait dû être celui d'une célébration. Une célébration de l'amour, de l'union, des promesses. Mais il ne le sera pas. Pas pour les raisons que vous imaginez. » Un murmure parcourut la salle. Camille, figée, comprenait que quelque chose se préparait mais restait droite. Louis continua. « Ces derniers mois, j'ai appris que certaines vérités ne peuvent pas rester cachées. J'ai découvert que ce que je croyais être des erreurs étaient des choix, que ce que je pensais être des accidents étaient des décisions, et que parfois, en poursuivant l'ambition, on détruit sans s'en rendre compte, ou pire, en s'en rendant très bien compte. » Il fit une pause, puis ajouta « Je ne suis pas ici pour pointer du doigt. Je suis ici pour nommer ce qui a été tu, le système qui a ruiné une innocente, qui l'a privée de tout, qui l'a rendue invisible. Cette femme était ici à mes côtés pendant les répétitions. Certains d'entre vous l'ont vue, peut-être même jugée. Son nom est Élise, et ce qu'elle a vécu résume exactement ce que nous avons laissé prospérer dans notre silence collectif. » Le silence dans la salle était total. Camille, livide, ouvrit la bouche, mais aucun son n'en sortit. Elle savait que l'instant lui échappait. Et Louis termina « Je ne me marierai pas aujourd'hui. Parce que ce mariage, dans sa forme actuelle, est fondé sur une illusion. Et je refuse de bâtir ma vie sur un mensonge. » Il recula lentement, laissant la salle sans voix. Mais au moment où il s'apprêtait à descendre les marches, un mouvement à l'entrée capta tous les regards. Une silhouette vêtue simplement venait de franchir les portes. Droite, le regard calme, Élise marchait vers l'autel. Elle n'était ni fuyante, ni agressive. Elle était là, présente, plus visible que jamais. Et personne ne savait encore ce qu'elle allait dire.
Le silence pesait dans la salle comme une chape de plomb. Tous les regards étaient tournés vers Élise, qui avançait lentement sur l'allée centrale. Pas de robe spectaculaire, pas de maquillage outrancier, pas de bijoux visibles. Elle portait un tailleur sobre, bleu nuit, presque identique à celui qu'elle avait choisi lors de la répétition. Mais cette fois, quelque chose avait changé. Elle ne marchait pas à la place d'une figurante dans un plan préparé par un autre. Elle marchait pour elle-même, droite, décidée, sans l'ombre d'un tremblement. Louis l'observait depuis l'estrade. À sa vue, son regard s'adoucit. Il ne bougea pas, ne tenta pas de reprendre la parole. Il comprenait que ce moment n'était plus le sien. Camille, en revanche, ne parvenait pas à dissimuler sa stupeur. Elle resta figée, son corps tendu comme une corde prête à se rompre. La présence d'Élise, après sa disparition soudaine, agissait comme un choc. Ce retour imprévu faisait s'effondrer les dernières certitudes qu'elle avait tenté de reconstruire. Lorsqu'Élise parvint au centre de l'espace, elle s'arrêta, se tourna vers l'assemblée et leva légèrement la main pour demander le silence, bien qu'aucun mot ne fût prononcé. Elle attendit quelques secondes, puis s'approcha du micro. Sa voix, lorsqu'elle parla, fut posée, nette, sans artifice ni hésitation. « Je ne suis pas ici pour corriger un récit, ni pour me défendre. Je suis ici parce que j'ai été rendu invisible, puis instrumentalisé. Et aujourd'hui, je refuse l'une comme l'autre de ces postures. » Une onde de surprise traversa les invités. Peu d'entre eux comprenaient qui elle était vraiment, mais tous étaient captifs de sa présence. Elle poursuivit. « On m'a proposé de participer à une mise en scène. J'ai accepté. Pas parce que j'y croyais, mais parce que j'y voyais une opportunité. Une chance infime de faire entendre ce que d'habitude personne n'écoute. J'ai vécu ce que beaucoup d'entre vous n'imaginent pas. J'ai connu les nuits sur les trottoirs, les regards fuyants, les humiliations silencieuses. Et tout cela à cause d'une erreur judiciaire causée par une société déléguée à l'administration, société qui, comme je l'ai découvert il y a peu, est partiellement contrôlée par le groupe Roussel. » À la prononciation de ce nom, Camille réagit instinctivement. Elle fit un pas en avant, ouvrit la bouche pour interrompre, mais Élise la regarda droit dans les yeux. « Je ne suis pas ici pour vous accuser, Camille. Je suis ici pour exposer, avec des faits, pas des insinuations. » Elle sortit alors de son sac une chemise cartonnée qu'elle tendit à un assistant debout près de la scène. Celui-ci la remit à un membre de la presse assis au premier rang. C'était un dossier complet. Courrier, extrait de décision, correspondances administratives, liens entre les entités impliquées. Tout ce que Louis avait découvert et recoupé, Élise l'avait complété. Elle avait rassemblé les preuves, établi les connexions, vérifié chaque source. Ce n'était plus une histoire personnelle, c'était un dossier de responsabilité institutionnelle. « Ce que vous voyez là, poursuivit-elle, ce n'est pas le récit d'une chute individuelle. C'est le portrait d'un système où des décisions prises dans des bureaux confortables détruisent des vies réelles. Et ces décisions, parfois, sont le fruit de stratégies économiques, pas de fautes humaines, pas d'erreurs, de choix. » Un murmure parcourut la salle. Les journalistes prenaient déjà des notes. Certains invités sortaient discrètement leur téléphone. Camille, pâle, serrait les poings. Elle savait ce que contenait ce dossier. Elle savait qu'il ne s'agissait plus d'une vengeance personnelle, mais d'une remise en cause publique de ses méthodes, de son réseau, de son pouvoir. Louis ne l'interrompit pas. Il ne tenta pas de reprendre le contrôle. Il observait, et dans son regard se lisait une reconnaissance profonde. Élise n'avait pas suivi son plan. Elle l'avait transcendé. Elle n'avait pas choisi l'humiliation, mais l'exposition froide, chirurgicale, impossible à nier. « Je ne demande pas réparation, » continua Élise. « Je ne demande pas à être intégrée ni applaudie. Je veux simplement que, pour une fois, les conséquences soient visibles, que l'on sache, que l'on entende, que l'on regarde en face ce que produit ce genre de structure invisible qui détruit sans fracas. » Puis, se tournant vers Louis, elle ajouta « Quant à vous, je vous remercie. Pas pour l'opportunité, ni pour les vêtements, ni pour le confort passager. Je vous remercie d'avoir cru que j'avais quelque chose à dire. Mais je ne suis pas ici pour soutenir votre vengeance. Je suis ici pour fermer un cycle, et je ne participerai pas à un autre. » Elle déposa calmement le micro, puis recula de quelques pas. Un silence absolu régna pendant plusieurs secondes. Puis, lentement, certains invités commencèrent à applaudir. Pas un tonnerre d'enthousiasme, un applaudissement lent, sincère, né de la force d'un discours clair, posé, implacable.
d'autres suivirent. Louis, toujours immobile, la regardait avec une intensité contenue. Camille, quant à elle, avait cessé de respirer normalement. Elle comprenait que le scandale ne viendrait pas d'une attaque publique, ni d'un affrontement vulgaire. Il venait de ce calme, de cette voix, de ces faits. Lorsque les applaudissements cessèrent, Élise tourna les talons et quitta la salle sans se retourner. Elle ne s'arrêta pas au regard, ne répondit à aucun mot. Elle quitta les lieux avec la même dignité qu'elle y était entrée. Louis ne la suivit pas. Il respecta ce départ comme un acte définitif. Il savait que tout ce qui devait être dit l'avait été. Et pour la première fois depuis le début de cette histoire, l'autel, dressé pour unir deux puissances, s'était transformé en tribune de vérité. Une vérité froide, documentée, indiscutable, dont aucun des invités ne pourrait se détourner sans se sentir complice. Alors qu'Élise quittait la salle de cérémonie, le poids de son intervention continuait de retentir, comme un écho lourd dans les esprits. Les invités n'osaient reprendre leurs conversations habituelles. Même les journalistes, habitués à absorber et traiter les scandales avec une rapidité mécanique, restaient figés, comme s'ils comprenaient qu'ils venaient d'assister à quelque chose qui dépassait le simple domaine du sensationnel. Louis, debout près de l'estrade, fixait encore la porte par laquelle Élise était sortie, la mâchoire contractée, les bras le long du corps, incapable de ressentir autre chose que le vertige d'un point de bascule inattendu. Camille, de son côté, avait quitté la scène sans un mot, tirant sa robe d'un geste sec, ses talons claquant contre le sol de marbre. Elle traversa les couloirs sans prêter attention aux regards, entra dans une salle isolée et ferma la porte avec une force à peine contenue. Elle savait que rien ne pourrait être effacé. Pas cette fois. Il ne s'agissait pas d'une rumeur ni d'un affrontement médiatique orchestré. C'était une vérité documentée, livrée au bon moment, devant les bonnes personnes. Un acte chirurgical qui venait de faire voler en éclats la surface lisse qu'elle avait mis des années à construire. Pendant que l'équipe technique désactivait les micros et que les caméras s'éteignaient une à une, plusieurs invités commencèrent à quitter les lieux, certains avec prudence, d'autres avec empressement. Quelques personnalités du monde économique et politique, visiblement concernées par les révélations d'Élise, prirent leur distance avec la famille Roussel, se désolidarisant par des gestes simples, refus de photos, interruption de conversation, disparition discrète avant les journalistes. En moins de 30 minutes, ce qui devait être un mariage célébré à travers tout Paris, devenait un champ de ruines sociales. Louis, resté seul dans la salle, s'assit lentement sur le bord de la scène. Ses épaules s'affaissèrent légèrement. Il n'y avait pas de triomphe, pas de soulagement. Ce qu'Élise avait fait dépassait sa propre stratégie. Elle avait transformé une mise en scène de vengeance en une démonstration de lucidité. Il avait voulu l'instrumentaliser, mais elle avait réécrit le scénario. Elle ne s'était pas contentée d'exposer Camille. Elle avait élevé le discours au-dessus des querelles personnelles. Elle avait placé le miroir devant tout un système. 1 heure plus tard, dans les jardins arrière du domaine, Élise s'arrêta près d'un portail de service. Elle ne fuyait pas. Elle avait simplement fini ce qu'elle était venue faire. Elle resta là un instant, les mains dans les poches de son manteau, les yeux posés sur l'allée bordée d'arbres. Le calme retrouvé de la nature contrastait avec le tumulte intérieur qu'elle contenait avec une maîtrise froide. Elle entendit des pas derrière elle. Sans se retourner, elle dit simplement « Ce n'est pas le moment de discours ». C'était Louis. Il resta à 2 mètres d'elle, respectant cette distance comme une frontière à ne pas franchir. « Je ne suis pas venu parler. Je voulais seulement vous voir partir pour de vrai. » Elle se retourna alors, le fixa longuement. Il n'y avait plus de colère dans ses yeux, seulement une forme de reconnaissance distante, comme celle que l'on adresse à quelqu'un qui nous a montré quelque chose qu'on ne voulait pas voir. « Vous avez eu ce que vous vouliez, non » demanda-t-elle calmement. « Non » répondit-il. « J'ai eu bien plus que ce que je méritais, et bien moins que ce que je cherchais. » Elle hocha lentement la tête. Elle ne cherchait ni excuse ni justification. Elle avait agi pour elle-même, avec la certitude que la vérité ne devait appartenir à personne. Elle savait que Louis n'était pas un monstre, mais il avait failli. Il l'avait utilisé, même avec de bonnes intentions. Et cela suffisait pour tracer une ligne qu'elle ne franchirait plus. « Je vais disparaître un moment, » dit-elle finalement. « Pas pour fuir, pour reconstruire ailleurs, sans bruit, sans dette. Vous n'avez aucune dette envers moi, Élise. C'est moi qui en ai une envers vous. » Elle sourit, un sourire presque imperceptible, sans chaleur,
mais sans mépris. Puis, elle s'éloigna lentement, sans se retourner. Louis la regarda s'éloigner jusqu'à ce qu'elle disparaisse entre les arbres. Il resta là un long moment, figé, le vent remuant légèrement les pans de son costume. Le domaine, désormais presque vide, ressemblait à un décor abandonné après la dernière scène d'une pièce trop longue. Les techniciens rangèrent le matériel, les serveurs vidèrent les tables, les fleurs perdèrent déjà de leur éclat. Il ne restait plus rien de l'événement promis. Aucun mariage, aucun toast, aucun avenir en commun. Seulement une vérité jetée comme une pierre dans l'eau tranquille des apparences et dont les cercles s'étendaient encore. Camille, réfugiée dans une pièce du manoir, fixait l'écran de son téléphone. Les premières publications sérieuses commençaient à apparaître. Le dossier d'Élise circulait parmi les rédactions. Les documents vérifiés par des avocats. Les journalistes appelaient déjà les collaborateurs du groupe Roussel. Ce n'était plus un moment isolé. C'était une onde de choc. Elle comprit que le temps du contrôle était terminé. Son regard vide se fixa sur son reflet dans le miroir. Ce n'était plus le visage d'une héritière, ni celui d'une stratège. C'était celui d'une femme confrontée à la fin d'un règne invisible. Une fin qu'elle n'avait pas vue venir et qui ne ressemblait à rien de ce qu'elle avait connu. Elle comprit sans mots que son image ne se relèverait pas de cette journée. Et au centre de cette chute, il n'y avait pas eu de scandale ni de cri. Seulement une femme debout qui avait refusé de se taire, usée. Dans les jours qui suivirent l'événement qui n'avait pas été un mariage, la France entière se retrouva à parler d'un nom qu'elle ne connaissait pas encore quelques jours auparavant, Élise Moreau. Le dossier qu'elle avait remis en main propre à la presse fit rapidement le tour des rédactions les plus importantes. Les journalistes s'emparèrent de l'affaire avec une prudence inhabituelle, conscients que ce qu'ils tenaient entre les mains n'était pas une simple vengeance personnelle déguisée en scandale, mais la mise à nu d'un mécanisme complexe de collusion entre entreprises privées, organes administratifs et influences politiques. Les éléments révélés pointaient directement vers plusieurs structures liées au groupe Roussel, montrant comment des décisions d'apparence anodines dans des bureaux froids pouvaient ruiner la vie d'individus à travers des procédures biaisées, des dossiers égarés, des erreurs jamais corrigées. Et surtout, comment tout cela était couvert par une opacité volontaire, entretenue par des circuits d'investissement imbriqués, difficilement traçables, mais suffisamment documentés pour constituer une preuve de négligence organisée. Les premières répercussions furent immédiates. Camille Roussel, jusqu'alors intouchable, vit sa position au sein du groupe Roussel suspendue temporairement, selon les mots vagues d'un communiqué de presse publié par le conseil d'administration. Son père, Henri Roussel, s'exprima publiquement dans une interview accordée à une chaîne économique. Il tenta de minimiser les faits, parlant de défaillance ponctuelle, mais son ton manquait de conviction. Il était clair qu'un basculement s'était produit. Plusieurs actionnaires commencèrent à exiger des audits internes et des administrateurs indépendants furent nommés pour réévaluer les pratiques internes du groupe. Camille, elle, ne fit aucune apparition publique. Son équipe de communication tenta de maintenir un semblant de normalité, mais la machine médiatique ne suivit pas. Des invitations furent annulées, des partenariats suspendus et des clients importants exigèrent des garanties. Le nom Roussel, autrefois gage de stabilité, devenait source de méfiance. Le plus frappant fut le silence de certains alliés de longue date, qui, par peur d'être associés au scandale, se détournèrent sans un mot. Le monde de Camille, construit sur la stratégie, l'image et l'influence, s'effondrait pièce par pièce, sans fracas mais sans pause. Élise, elle, avait disparu des radars. Aucun média ne parvint à la retrouver. Aucune déclaration ne fut donnée. Elle avait refusé toutes les interviews, ignoré les tentatives de contact, refusé les propositions de contrat, de représentation, de mise en scène de sa propre histoire. Ce refus radical d'entrer dans le jeu médiatique ne fit que renforcer le respect qu'elle inspirait. Elle ne cherchait pas la reconnaissance, et c'est précisément ce qui la rendait incontournable. Louis Martel, quant à lui, resta en retrait. Il ne donna pas de conférence de presse, ne publia aucun communiqué. Il se contenta de poursuivre ses activités à la tête de Symbiose avec une discrétion qu'on ne lui connaissait pas auparavant. Les collaborateurs proches remarquèrent un changement profond dans son attitude. Moins de certitude, plus d'écoute, moins d'objectifs chiffrés, plus d'attention portée aux impacts réels de ses décisions. Certains dirent
qu'il avait perdu une bataille, d'autres qu'il avait gagnée en clarté. Mais ceux qui comprenaient vraiment savaient qu'il n'y avait ni victoire ni défaite. Seulement un point de bascule, une ligne franchie dont on ne revient jamais. Ce fut plusieurs semaines plus tard qu'une information discrète circula dans les milieux associatifs. Une nouvelle fondation venait d'être créée, entièrement financée par Symbiose, mais administrée de façon totalement indépendante. Son but? Soutenir les victimes d'erreurs administratives graves en leur fournissant assistance juridique, accompagnement psychologique et soutien à la réinsertion. Aucun communiqué ne mentionnait Louis Martel. Aucun logo de Symbiose n'apparaissait. Le projet semblait avoir été conçu dans l'ombre, sans chercher la reconnaissance publique. Mais les initiés savaient. Camille, recluse dans une propriété secondaire du sud de la France, avait pris ses distances. Les quelques personnes encore en contact avec elle rapportaient qu'elle vivait dans une forme de mutisme. Elle n'était pas tombée dans le déni, ni dans le délire, mais dans une lucidité brutale. Elle savait que ses appuis avaient cédé. Elle comprenait que sa trajectoire ne pourrait jamais revenir à son point d'origine. Plus qu'un revers médiatique, elle vivait la fin d'un modèle, celui de l'impunité déguisée en excellence. Et pour la première fois de sa vie, elle ne pouvait rien acheter pour l'inverser. Dans ce climat nouveau, la figure d'Élise prenait une dimension inattendue. Elle n'avait rien revendiqué, mais elle devenait un repère. Pas une héroïne, ni une victime emblématique, mais une présence solide dans un monde trop fluide. Ceux qui l'avaient croisée au mariage parlaient d'elle avec des mots simples mais puissants, calmes, clairs, indéracinables. Elle représentait la part du réel que beaucoup avaient choisi d'ignorer, jusqu'à ce qu'elle se dresse devant eux, les yeux ouverts, sans haine, sans peur. Pour Louis, le souvenir de son départ restait une balise. Il se revoyait la regarder partir entre les arbres, droite, libre, inatteignable. Il n'éprouvait plus de regrets, ni de remords, seulement une forme de respect silencieux. Il savait que tout ce qu'il avait voulu prouver, elle l'avait exprimé mieux que lui, non pas en détruisant, mais en révélant, en refusant de participer au jeu, en se tenant simplement debout, là où tout le monde s'agenouille devant le pouvoir. La justice, dans cette histoire, ne prit pas la forme d'un tribunal. Aucun juge, aucun verdict, aucun scandale judiciaire. Mais les conséquences, elles, furent réelles. Elles s'inscrivirent dans les pertes de contrats, dans les démissions internes, dans les articles d'analyse, dans les débats politiques. Elles s'inscrivirent surtout dans les regards changés, dans les silences réajustés, dans les postures qui ne reviendraient plus jamais à leur position initiale. Et au centre de cette onde, toujours invisible, restait Élise. Celle que personne n'avait voulu voir, celle que tout le monde avait sous-estimée, celle qui, sans fracas, avait redessiné les frontières de ce qu'on appelle aujourd'hui la légitimité. 3 mois s'étaient écoulés depuis le jour où Élise Moreau avait interrompu ce qui devait être le mariage le plus commenté de la saison parisienne. 3 mois de silence médiatique, de reconstructions en coulisses, de décisions prises sans communiquer. Mais loin des projecteurs et des manœuvres d'image, une autre réalité prenait forme, plus discrète, plus durable. Louis Martel, fidèle à sa nouvelle posture, poursuivait ses activités à la tête de Symbiose, mais ses apparitions publiques s'étaient raréfiées. Il avait compris que l'influence réelle ne résidait pas dans les discours, mais dans les structures qu'on érige ou qu'on démantèle. Et pendant que d'autres tentaient encore de réparer leur réputation, lui investissait dans un projet très différent. Au nord de Paris, dans une ancienne friche industrielle réhabilitée, un centre venait d'ouvrir ses portes sans grande cérémonie. Son nom, La Traverse. Ni clinquant, ni institutionnel, simplement posé en lettres sobres sur la façade en béton lisse. À l'intérieur des bureaux modulables, une salle d'accueil, des espaces de consultation juridique, une cuisine commune, des ateliers professionnels et surtout un espace de formation dirigé par une équipe multidisciplinaire. Le centre ne portait pas le nom d'Élise, mais tout dans sa conception portait son empreinte. Le projet avait été financé par un fonds de dotation créé en secret par Louis, puis confié à une gouvernance autonome dont il ne faisait même pas partie. Le seul critère qu'il avait imposé, que la première direction soit confiée à quelqu'un ayant connu de près les conséquences d'une marginalisation institutionnelle. Et c'est ainsi qu'Élise, après des semaines de silence, réapparut. Pas sur une scène, pas dans une interview,
pas dans un poste d'influence classique, mais à la tête du projet. Elle n'en avait pas fait la demande. Elle avait été contactée par une ancienne avocate bénévole qui connaissait son parcours et qui, après avoir consulté les fondateurs du centre, lui avait proposé le poste. Élise avait hésité. Elle ne voulait pas devenir un symbole. Elle ne voulait pas être le visage d'un combat ou la figure d'une revanche. Mais elle accepta parce que, pour une fois, on ne lui demandait rien d'autre que d'organiser, de structurer, d'écouter et de décider, sans artifice, sans posture. La traverse devint rapidement un lieu de passage pour des dizaines de personnes chaque semaine. Anciens travailleurs précaires, jeunes adultes sortant de foyers, femmes victimes d'abus administratifs, retraités perdus dans des démarches kafkaïennes. Ici, on ne promettait pas des miracles, on proposait des chemins, on construisait des solutions à partir du réel, du concret, du possible. Élise s'imposait comme une présence constante, ni distante ni invasive. Elle connaissait la matière humaine avec une précision que ni les manuels ni les politiques ne pouvaient enseigner. Elle savait quand se taire, quand insister, quand refuser. Louis, de son côté, n'était pas revenu dans le centre après l'inauguration. Il ne s'était pas imposé dans les réunions, n'avait pas cherché à en tirer un bénéfice d'image. Il suivait les rapports, lisait les comptes rendus, mais restait à distance. Ce fut donc par hasard ou par besoin qu'il revint un après-midi de fin d'hiver, accompagné d'un collaborateur. Il prétextait une visite de terrain, sans prévenir. Lorsqu'il franchit les portes de la traverse, la première personne qu'il aperçut fut Élise, assise à une table avec deux jeunes femmes, discutant autour de documents étalés. Elle leva les yeux, le vit et le salua d'un simple mouvement de tête, sans interrompre sa conversation. Il attendit. 10 minutes plus tard, elle vint à sa rencontre, les mains dans les poches, le visage neutre. « Je ne savais pas que vous veniez. Je ne voulais pas prévenir. »« Alors vous avez réussi, » répondit-elle, sans ironie. Ils marchèrent un peu dans le couloir. Louis observait les salles, les gens, l'énergie tranquille du lieu. « Je voulais voir de mes propres yeux ce que vous avez construit. Ce n'est pas moi qui l'ai construit, » répliqua-t-elle. « Ce sont eux. Moi, j'ai juste mis les choses dans le bon ordre. Vous l'avez fait à votre manière, sans bruit, sans détour. Vous auriez préféré plus de spectacle? Pas cette fois. » Ils s'arrêtèrent près de la verrière. Le soleil bas de fin d'après-midi entrait en ligne droite sur le sol en bois clair. Louis se tourna vers elle. « Vous allez rester ici? Aussi longtemps que ce sera utile, et aussi longtemps que je ne devienne pas un obstacle. » Il acquiesça. Il n'avait rien à ajouter. Tout avait déjà été dit, montré, prouvé. Avant de partir, il lui tendit une carte de visite. Ce n'est pas une invitation, ni une offre, juste une ligne directe, au cas où. Elle la prit, sans engagement, et la glissa dans sa poche. Puis, elle retourna à son bureau, sans se retourner. Louis quitta la traverse avec un sentiment étrange. Ce n'était pas de la nostalgie, ni un regret. C'était un mélange de soulagement et de reconnaissance. Il avait voulu réparer quelque chose en exposant une vérité. C'est elle qui avait su la transformer en futur. Dans les mois qui suivirent, le nom d'Élise commença à circuler dans des réseaux bien éloignés du scandale initial. Non pas comme une célébrité, mais comme une référence. Elle était sollicitée pour conseiller d'autres structures. Elle refusait presque tout, choisissant ses engagements avec une rigueur discrète. Sa vie n'était pas redevenue ce qu'elle était. Elle était devenue autre chose. Une construction à partir du sol, sans dette, sans ornement. Et ceux qui un jour l'avaient regardée de haut ne savaient plus comment la définir, car elle n'était pas entrée dans leur monde. Elle avait reconstruit le sien, sans bruit, sans vengeance. Et c'est peut-être ce qui les bouleversait le plus, car dans un monde où la victoire est souvent associée à l'écrasement de l'autre, Élise avait simplement décidé de ne pas tomber. Et cela, pour ceux qui vivaient de domination, restait la défaite la plus insupportable. Les 13 parties de l'histoire ont été conclues avec succès. Si vous avez besoin de révision ou d'ajustement, je reste à votre disposition.